le départ de Richard C'est pas Abibon. un truc de volume quelque part? Est-ce que vous pouvez couper le son, monsieur ou Non, madame non, non, Jacquineau, s'il vous plaît? parce que si tu cliques, si tu veux enregistrer, mais tu veux pas Est-ce que vous enregistrer. pouvez couper le son, s'il vous plaît? Alors, attends. Sorti au parleur, je sais pas. Alors, le départ de Richard Abibon en février 2022. Je ne sais pas si tout le monde me voit. Oui. Comme un cadeau d'adieu, les derniers écrits de Richard Abibon, psychanalyste, sont un cadeau inestimable. Pour avoir conversé comme nombre d'entre vous avec Richard, il se revendiquait électron libre, ne faisant partie d'aucune association. Il les a partagés sur les réseaux sociaux comme on partage avec respect une confidence, une intimité, une partie de soi avec l'autre, celui que l'on quitte pour ailleurs. Des écrits où la réalité se mélange à l'analyse, où la douleur se mélange à l'interrogation, où le départ imminent se fait sentir. Que dire de plus à part respecter cette émotion où crainte et réalité se mêlent, où la psychanalyse demeure jusqu'à son dernier souffle, comme s'il lui demandait l'autorisation de la quitter, avec honneur et délicatesse, comme s'il voulait garder un lien jusqu'au bout, s'accrochant au fil du rêve, comme à une réalité qui s'efface peu à peu. Je ressens dans ces écrits personnellement comme un lien, un fil, quelque chose que l'on ne veut pas briser, un cri, un au revoir, un désespoir, une certitude, comme s'il s'entraînait à nous quitter, comme s'il cherchait l'émotion suprême pour atteindre la lumière. Merci Richard pour ce don unique et précieux dont nous allons parler le temps d'une conférence en mélangeant notre émotion à notre professionnalisme et à nos différences. Alors Titouan, où es-tu Titouan? Est-ce que tu m'entends? C'est bon, je t'entends. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Ou est-ce que je lis ton texte? Ou est-ce que je lis ton texte? Est-ce que tu dis quelque chose? Bah, lis le texte et puis voilà. Alors, je lis le texte que Titouan, le petit-fils de Richard, commentera. C'est le texte que tu as passé sur Facebook. C'est compliqué de mettre des mots sur ce que l'on ressent et encore plus compliqué de les laisser nous guider quand ceci manque. Richard s'en va petit à petit, il dort profondément depuis samedi et ne se réveille que quelques secondes, puis referme les yeux. Son pouls se réduit petit à petit. Il semble paisible, la morphine fait son effet. Le visage reposé, sans ride de douleur, il dort et peut-être nous entend. Je suis restée près de 2 heures avec lui aujourd'hui, 2 heures parsemées de silence, de larmes. Je lui ai raconté mes rêves, la suite de la discussion que nous avions eue la dernière fois. Mais cette fois-ci, cette discussion fut à sens unique. Alors j'ai imaginé ses réponses pour finalement me rappeler que non, on ne peut pas penser à la place des gens, même ceux que l'on connaît le mieux, au-delà de tout l'amour que l'on peut porter à quelqu'un. Puis en regardant par sa fenêtre du 4e étage, j'ai revécu tous ces moments que nous avons eus ensemble, ces voyages que nous avons partagés en Grèce, Crète, Italie, Guadeloupe, nos balades dans Paris, ces blagues, ces histoires. À ce premier barbecue que nous avions tous fait, avec la famille et les amis sur sa terrasse dans sa nouvelle maison, ce souvenir ne datant que de cet été. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de tout ce que j'ai eu la chance de partager avec lui. J'ai vraiment le cœur lourd, mais confiance en Richard, en mon grand-père, et nous l'accompagnerons jusqu'au bout. Vas-y, je t'en prie. Dis-toi. Bah, c'est vrai que voilà, Richard, bon, je l'ai connu forcément depuis tout petit, j'ai grandi avec lui. Et on a toujours une relation très très proche, même si on ne se voyait pas forcément régulièrement, parce qu'il habitait à Paris et moi dans le Jura à ce moment-là, ce qui fait qu'on se voyait 1 à 2 fois par an, mais à chaque fois qu'on se voyait, c'était vraiment des moments de plaisir, vraiment, où on parlait, où en fait, moi j'arrivais personnellement à me libérer de beaucoup de choses aussi. Je me sentais plus libre, finalement. Et quand j'ai appris qu'il allait venir se rapprocher un petit peu de nous en déménageant dans le Doubs, ça a été super. Et à partir du moment où son déménagement a été fait l'été, toutes les semaines, tous les mardis, on avait notre tradition de se faire un repas, lui, ma compagne et moi, alors soit à Mort, soit à Bouclan, et enfin, Bouclan à la maison, du coup. Et voilà, c'était toujours vraiment un grand plaisir de se retrouver. Et c'est vrai que la maladie s'est quand même développée très, très, très vite. Je me rappelle encore de la dernière fois qu'il est venu à la maison, où voilà, il avait des douleurs sans vraiment savoir ce qui se passait. Et il a été finalement hospitalisé peu de temps après. Et voilà, il est décédé le 23 février.
Et jusqu'au dernier moment, on est allé le voir et tout ce qu'il avait à cœur, c'était déjà de partager avec nous et surtout d'écouter tout ce qu'on pouvait dire. Euh, j'ai retrouvé Christine de nombreuses fois dans la chambre avec Richard. On avait tous notre tour de parole. Parfois, on parlait individuellement, parfois, on pouvait parler à plusieurs dans la chambre, ça dépendait. Et ça a été vraiment jusqu'au bout, jusqu'aux 15 derniers jours où il a commencé vraiment à s'endormir et à ne plus vraiment être éveillé. Et voilà, il est parti doucement. Mais ça a été les derniers moments qu'on a passés ensemble, ça a été vraiment des très très bons moments et j'y pense encore régulièrement. Voilà. Christine? Ah bah, je vais rebondir sur ce que vient de dire Titouan. Bonjour à tous. Quand il parle des bons moments passés avec Richard, ouais, il y a même eu des apéros en fait où en plein Covid et en service de soins PAL. Alors c'était, quoi que si, il y avait peut-être de l'alcool quand même aussi, mais pas beaucoup. Évidemment, mais c'était surtout les tourtelles qui coulaient à flot. Donc paradoxalement, ouais, un moment qui était fort et important. Alors, l'exercice pour moi est toujours périlleux de parler d'un autre parce que là, en l'occurrence, Richard est plus là pour dire lui ce qu'il en a vécu et en même temps, comment dire? Je l'ai écouté beaucoup, Richard. En fait, on travaillait depuis un peu plus de 2 ans tous les deux. J'ai été son analysante. J'ai mis fin à mon analyse avec lui et la vie a fait qu'on a organisé un colloque sur Besançon peu de temps après. On est devenus amis et on a commencé à faire de la covision tous les deux. Donc, moi l'écoutant et lui m'écoutant sur des choses qu'on ne pouvait pas forcément publier parce que tout n'est pas publiable. En tout cas, ce qui concerne moi mes travaux de psychanalyse. Quand j'ai besoin de parler d'un contexte d'une personne que j'écoute, j'ai à cœur que ça ne puisse pas être connu en fait au niveau public. Et lui, inversement, avait cette question-là. Donc, bah, en fait, son arrivée à l'hôpital ne nous a pas empêché de continuer à travailler. C'est ce que j'ai écrit et expliqué un petit peu dans un texte qui précède. J'ai republié des textes que lui avait publiés en fait sur Facebook. Donc, on s'est beaucoup parlé, entre 5 et 6 heures par jour, avec l'entrecoupement de la famille qui passait un espèce de roulement qui s'était fait aussi sur les premiers temps. Moi, j'ai pas pu y aller, j'avais le Covid. Et puis, en plus, il était dans un service qui permettait pas aussi facilement les visites que le service aux soins palliatifs. Voilà. Et l'écoutant, j'ai fini par lui dire, putain, Richard, ça m'emmerde parce que là, ce que tu racontes, c'est quand même hyper précieux. Beaucoup de rêves délires, un peu cet entre-deux qui pouvait se faire avec l'état de santé physique qui se dégradait. Et lui de me répondre, t'es mignonne, mais t'auras qu'à écrire sur ce que toi, t'as ressenti de m'écouter, en fait. Mais ouais, ok. T'as pas tort, Richard, merci. Et puis un matin, pas comme un autre, je vois débouler sur Facebook des textes que lui a écrits. Donc là, j'étais vraiment heureuse parce que pour moi, que le sujet Richard puisse écrire lui-même ce qu'il ressentait à ce moment-là, c'est un matériau très précieux pour moi parce que c'est un sujet qui parle de ce qu'il vit alors qu'il sait qu'il est en train de mourir. Donc là, il y a, pour moi, dans ma représentation, il y a même plus à chercher ce qu'il a voulu dire. Il parle de lui, en fait. D'où mon côté précieux de ce texte. Et puis moi, je me sens un peu dans l'entre-deux. Pourquoi? Parce que, et à la fois, je suis heureuse qu'il ait amené cette matière, et à la fois, à part vous dire, moi, ce que j'ai vécu ou ce que je vis quand je les relis,
je ne peux pas en dire grand-chose parce que c'est la ligne qui guide ma pratique en psychanalyse, c'est vraiment de ne pas parler à la place d'un autre. Je vois Marie-Ève qui est aussi présente aujourd'hui, un petit coucou. C'est quelque chose qu'on évoque toutes les deux parce que la revue Ouverture a fait le choix de dédier un opus, un numéro aux travaux de Richard. Et j'ai dit à Marie-Ève, écoute, oui, je veux bien venir co-élaborer cette affaire avec vous, mais moi, je ne pourrais parler que de moi. Et puis, écrire sur les travaux de Richard, bah oui, mais ce que chacun peut ressentir ou vivre par rapport à ce qu'il a lu de ses travaux, ça me parle. Et on a remarqué toutes les deux que ce n'est pas simple cette affaire parce que l'habitude, elle n'est pas franchement sur parler de soi. Et ce n'est pas moral, hein, ce que je dis. Chacun fait bien comme il veut, où il veut. Moi, je n'ai aucune envie de convaincre personne là-dessus. C'est juste que mon approche n'a pas forcément facilité la mise au travail. Et quand Anne-Marie a eu la gentillesse de me contacter voilà, pour me demander pour ce soir, j'ai eu la même difficulté. Et en disant, je pourrais au moins parler de moi dans ce que ça m'a fait, cette période d'écouter quelqu'un qui meurt, mais aussi comment de l'écouter, ça m'a renvoyé moi à ma propre mort, à ma propre angoisse de mourir. Et ça, c'est que 6 mois plus tard que j'ai pu, avec l'analyse et les rêves aidants, y accéder un peu plus finement, parce que j'ai passé 6 mois, du 23 février à 6 mois après, à faire d'autres trucs, à écrire des articles, à aller travailler ici, là. Puis, j'avais pas trop de rêves, enfin bref. Mais une espèce d'angoisse comme ça qui m'a suivie comme une vieille copine qui viendrait s'accouder au bord à côté de moi. Et puis, j'ai fini par analyse aidant, comprendre une chose, c'est que j'avais du mal à parler de la mort de Richard, donc du mal à analyser mes rêves et pas envie de voir, tout simplement parce que le corps de Richard n'était plus là. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Lors de son enterrement, j'ai beaucoup ri. Ce qui est paradoxal, c'est quand j'ai vu le cercueil entrer dans le trou qu'arrive pour le four crématoire. Je me suis dit, mon Dieu, mais je m'imagine avec lui un peu mort de rire sur cette image du trou qu'appelle l'objet, en l'occurrence le corps tout entier. Mais ce rire que j'ai eu ce jour-là, il a d'autant plus pris du sens, d'autant plus avec mon analyse de qu'est-ce qui m'arrivait, c'est que l'absence du corps de Richard dans la réalité de vie de veille n'enlevait en rien sa présence en représentation, c'est-à-dire en symbolique, dans ma tête, dans mon cœur, avec tout l'amour que j'ai pour ce type. Et ça m'a renvoyé, en allant encore plus avant, à cette idée que petite, je m'attendais à trouver un zizi dans l'entrecuisse de l'humanité tout entière et que je me suis aperçue que non. Il y avait une moitié oui, une moitié non. Et cette différence, moi, je la relie maintenant là où j'en suis de mes recherches, à la différence qui est nécessaire pour pouvoir produire de la représentation à partir d'une masse de perception. Donc, pour en conclure là sur mon premier partage, c'est que cette angoisse là de 6 mois et mon incapacité à parler de Richard, tout simplement, il y a eu quelques rêves, mais ce fut bref, c'était parce que ça me renvoyait à mon angoisse de castration, ce sens où le corps de Richard n'était plus là. Symboliquement, j'avais la représentation. Donc, dans la structure, c'est venu se coller comme une angoisse. Et dans l'expression que j'ai pu trouver en parlant, c'est-à-dire, en fait, de parler de Richard, ça aurait été comme le tuer une seconde fois. Je sais très bien qu'il était déjà mort une première fois, la question n'étant pas là. C'était de prendre conscience symboliquement de sa mort. C'était en ça où ça me parlait de le tuer une seconde fois. Et quelques mois plus tard, j'ai regardé un merveilleux dessin animé qui s'appelle Coco de Walt Disney. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Et ça traite exactement de ça. Et c'est nommé comme tel dans le dessin animé. Ils appellent ça la seconde mort. J'en dirai plus après s'il y a envie ou besoin que j'aille un peu plus là-dessus. J'ai dit. Alors, je vais lire le texte, un des textes qu'on a pris. Alors, c'est le texte que tu as, Christine, Peur du manque.
point 8, février. J'espère que je vais le lire correctement. Alors, les écrits de Richard. Hein. J'aurais dû m'arrêter là-dessus. Et puis, il y a eu un à la ligne. Depuis mon entrée aux soins palliatifs, j'ai effleuré 2 fois la mort. La première fois quand je suis tombée, que j'ai hurlé. Ou alors, c'est quand j'ai hurlé et que je suis tombée, je ne sais pas. Je n'y étais pas vraiment, je ne me souviens pas du cri. Je reviendrai sur ce moment. Néanmoins, 3 vertèbres fracturées. La deuxième fois, quand mon organisme m'a renvoyé un smash, à cette fraction du cancer, par ce qu'ils appellent une décharge biologique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, et j'ai franchement d'autres préoccupations que d'aller chercher. Bref, un bon 39,9 au-delà des lignes. De cela, je me souviens que de mon visage tout rouge dans l'écran éteint de la télévision, entouré de 4 figures médicales. Ils savent que ce n'est pas une infection, que j'en ai guéri spontanément sans antibiotiques, car j'en ai guéri spontanément sans antibiotiques aucun. Depuis, je me heurte à un adversaire beaucoup moins efficace, le vide de celui qui n'a plus qu'à attendre la mort. Moins efficace? Oui, puisqu'on n'en meurt pas. On n'a plus rien à imaginer pour l'avenir. C'est là que je me suis rendu compte que la lutte contre les petites ou grandes, parfois douleurs quotidiennes, ne constitue pas un idéal, pas une orientation, pas un sens. Cette nuit, je me suis réveillée devant un grand vide. Je ne l'avais jamais rencontré, celui-là. Devant, sur la route goudronnée, menant vers le petit village, il n'y avait rien. Je ne voyais même pas l'intérêt d'y aller, à ce hameau sommairement représenté par la blancheur d'une petite maison et d'un clocher d'église. La route s'ornait même d'une unique belle pomme rouge, pendue au fouillis vert uniforme seulement représenté par ses contours. Je me retrouvais dans un dessin d'enfant. Je n'avais aucune envie de courir vers les interprétations habituelles, vers ce clocher qui fait rudement phallique, cette pomme qui s'invite comme le sexe d'Ève. Pourquoi s'y orienter si dans le village, il n'y a plus personne? Et puis, avec le zizi transpercé par une sonde, l'exercice ne provoque guère d'envie. Et puis, j'ai le sentiment d'être assis par terre, cul nu, comme ici finalement, puisque l'habit de malade ne comporte pas de pantalon. Ça me rappelle ces longues heures passées sur le pot où ma mère m'avait enjoint de rester. Moi, j'avais envie d'aller voir le monde qui se cachait derrière le paravent chinois, tout en restant dissimulée. Je ne savais pas trop pourquoi. À quoi bon toutes ces significations? J'avais pris ma retraite au plan sexuel depuis déjà pas mal de temps. Je suis devant 2 explications possibles, ou ce que je venais d'arriver, ou ce qui venait d'arriver n'avait aucune incidence sur les désirs inconscients, ou cette fois, le désir se heurtait à un refoulement beaucoup plus coriace. Au-delà de l'absence de l'objet, l'absence du sujet, désirant définitivement rejeté, non plus derrière le paravent, mais de l'ensemble du dessin. Peut-être y avait-il déjà de ça dans l'abcès au sein de ma mère, signification derrière à laquelle je résiste depuis 71 ans. À quoi bon si, à la base, elle ne voulait pas de moi? Ça donne un sens à ma vie, mais nihiliste. J'imagine l'inconscient de ma mère. Je lutte contre cette idée que je ne veux pas de toi, car tu es l'enfant d'un type qui m'a fait 2 enfants dans le dos. Et puis, ce n'est pas une fille comme le premier enfant que ton père m'a donné et qui est morte à 3 jours. À la rigueur, ça aurait pu compenser, mais là, je n'ai donc cessé de te rejeter derrière un paravent, celui derrière lequel on dissimule les cacas et les pensées, tournant autour du caca, parce que tu es une merde, toi-même, comme ton père, vu ce qu'il m'a fait. L'ironie, c'est que je finis dans le caca, puisque la morphine constipe et on doit m'infliger de douloureux lavements pour m'en débarrasser. Simple coïncidence, peut-être, mais je reste poursuivie par cette passion du sens, quitte à vouloir en mettre là où il n'y en a pas. Parce que si je n'en mets pas, il n'y aura plus personne dans le village. J'aurais enfin accompli le désir de ma mère à mon égard. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus complexe. Il y a eu au moins une période de ma vie où ma mère m'aimait. Beaucoup, et même beaucoup trop. J'y reviendrai. Le désir n'est jamais tout d'un bloc, il est toujours ambivalent. Il n'empêche, même à l'état de coïncidence, la poursuite des significations, aussi trompeuses qu'elles soient, si elles le sont, semble nécessaire à apprécier la tasse de chocolat de la vie. Ma mère disait que le chocolat constipe, mais surtout, il n'y a plus de sujet concepteur. Je ne suis même plus là pour me concevoir. Fût-ce dans une imagination qui n'est pas vaine, puisqu'elle m'a engendré sur une petite route près du pommier. J'étais saisie d'un immense sentiment de vide. C'est que lors de mon arrivée en soins palliatifs, à moins que ce ne soit après mes 2 récoltes au champ de la mort, je me suis défait de tout. Je me pensais finie. Quand je me voyais tout rouge dans le miroir de la télé, il me semblait avoir entendu un médecin dire « encore quelques jours ». J'avais confié procuration à ma fille pour tous les comptes de ma banque. J'avais épuré les devis et les travaux restants à faire pour la maison.
C'était un moment jubilatoire. On avait même fait avec la famille et les copains un dernier apéro, avec du martini sans alcool pour moi. Les rires y sautaient comme des grenouilles sur les crackers. J'avais quitté Facebook, je ne regardais plus les infos à télé, je n'étais plus de ce monde. Façon dérisoire de se concevoir en croyant reprendre la capitainerie du petit port. Enfin, j'avais informé mes analysants de la situation, leur indiquant combien ils m'avaient apporté tous. L'analyse ne pouvait plus se poursuivre, faute d'analystes, et je leur recommandais une collègue. Ayant organisé ma propre disparition sociale, je m'étais tuée. Du coup, en plus des petites et grandes douleurs dues aux effets secondaires des médicaments antidouleurs, la vie devenait impossible à vivre, avec pour seul objectif le néant. Pas très motivant. Mes négociations avec les Suisses étaient au point mort. 3 mois de réflexion incompressible. Non mais, ils croient quoi, eux? J'ai tourné et retourné la possibilité d'obtenir un suicide assisté de manière illégale. J'ai fait une croix sur cette solution, trop risquée pour l'entourage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les médecins d'ici, d'abord avec moi jusqu'à la limite de la légalité, ont cessé tout traitement curatif du cancer et des infections ou autres maladies récurrentes. Ils ne soignent que la douleur, y compris si certaines de ces médications pouvaient amener des effets nocifs pour le reste de mon organisme. J'en profite pour rendre hommage à leurs compétences, à leur bienveillance, humanité, ainsi qu'à tout le personnel de ce service qui prend le temps d'écouter. Après qu'un lavement m'ait débarrassé d'au moins 35 kilos de merde qui me tenait le ventre jusqu'à le faire péter, j'ai même résolu de ne plus bouffer. D'autant plus que plus rien ne passait. Rien ne sort, rien ne rentre. Coïncidence, encore? Il s'est avéré que j'ai une mycose langue-palais-œsophage. J'ai beaucoup repensé à une maladie de l'hôpital, à une malade de l'hôpital de Saint-Vaury, qui était encore pire que moi, représentant le paysage d'une femme enceinte de 9 mois. J'ai eu l'occasion de repenser à bien des gens que j'avais rencontrés en ces lieux. J'y reviendrai. Ça fait partie des questionnements que ça a pu faire avancer en moi et que je souhaite transmettre. Oui, car il m'est alors venu à l'idée de me remettre au monde en leur donnant de mes nouvelles et l'informant des réflexions de ce que cela remue en moi. C'est un objectif à court terme, certes, mais c'en est un. Car ne plus manger risque de me faire perdre ma lucidité, et ça, je ne veux pas. Transmettre va me permettre de me tenir encore un peu droit, jusqu'à ce que je n'en puisse vraiment plus. Christine, je te laisse. Je ne suis pas sûre forcément que moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être envie de parler d'eux là par rapport à ce texte, que ce soit des gens qui ont aussi vécu des fois de loin, mais là, le loin en kilomètres n'enlève pas le proche dans ce qui s'est vécu à ce moment-là. Et puis après, libre à chacun de parler de soi. Évidemment, je le redis, c'est pas forcément simple cette affaire, évidemment. Donc, il n'y a pas de morale à parler de soi ou pas. Ça peut être aussi un écho à votre pratique ou à toute autre chose, évidemment. J'ai dit. Bonjour. Bonjour. Patricia, donc je m'appelle Patricia Saint-Préau sur Facebook. Oui, j'avais bien envie de prendre la parole. Alors, ce texte, il est arrivé comme un cri. En tout cas, je l'ai entendu arriver comme un cri. Ça faisait... Alors moi, j'étais en lien avec Richard par téléphone, puisque oui, je fais partie des gens qui étaient un peu loin géographiquement, et donc je ne pouvais pas être là. Mais par contre, voilà, j'ai été en lien avec lui tous les jours pendant, alors pas tout le temps où il était en soins palliatifs, mais presque, puisqu'il a eu cette période où il a été inconscient quand il dit qu'il était tout rouge, là, quand il a fait ce choc thermique, ce smash contre le cancer. Donc à ce moment-là, il y a eu un grand silence. J'avais plus de contact, mais après, le lien est revenu. Et à nouveau, on a eu des échanges, alors soit par SMS, soit par téléphone directement. Et
c'est vrai que ce texte, c'était un peu... Enfin, moi, je l'ai vécu de mon côté un peu comme une forme de renaissance. Comme s'il y avait eu quelque part... je l'ai entendu comme une première mort, hein, avec je quitte ce monde, voilà, je quitte ce monde, je le sentais partir et parti quelque part. Et puis en fait non. En fait non, je suis encore là. Et voilà, quand il décrit ce rêve-là qui ressemble à un dessin d'enfant, donc ce parcours d'âge où il n'y a plus personne. Et quand il écrit, il n'y a plus personne parce que, en fait, c'est le sujet lui-même qui est évincé du dessin. C'est-à-dire, je ne suis plus là en tant que sujet. Voilà, c'est vraiment une castration de l'être, une autre lettre quelque part. Et le fait qu'il revienne avec ce texte, hein, c'était vraiment pour moi le cri du sujet. Voilà, le cri d'une renaissance. Et il était puissant ce texte. Moi, je l'ai trouvé. Moi, j'étais extrêmement émue quand je l'ai lu. J'étais heureuse de le voir revenir parmi le groupe social sur la place publique de Facebook, qui est ce qu'elle est, mais en tout cas qui a pris toute son ampleur, je trouve, dans ce moment-là. Voilà, j'ai trouvé très, très fort ce texte, oui. Et il y en a eu d'autres par la suite, il y en avait un chaque jour, avec voilà, des descriptions de ce qu'ils pouvaient vivre, c'était très précieux, en effet. J'ai beaucoup aimé le texte aussi où il a reparlé de ce moment de la chute et des cris quand il est tombé et qu'il s'est cassé les 3 vertèbres. Il a refait un texte autour de ça où en fait il décrit ce que disait Christine tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois un rêve, à la fois dans le rêve et dans le délire, où il était dans la cour pas dans la cour, mais dans la galerie des glaces du château de Versailles, habillé avec des bottes, des grandes bottes en cuir, un livret d'apparat et une grande canne, et où il entendait le roulement de tambour dans la cour de la garde royale. Alors, après, c'est moi qui me suis dit ça, mais pour moi, après, j'ai fait un lien avec les hélicoptères dont il parlait souvent, ces hélicoptères qui tournaient au-dessus de l'hôpital et qui faisaient un bruit assourdissant. Et dans ce texte, il a parlé d'un point vers lequel, à un moment donné, il avait senti tout son être aspirer et tout son être partir. Un peu comme s'il y avait un kaléidoscope et qu'au centre de ce kaléidoscope, il y avait le point final. Et d'ailleurs, c'est... Le texte, Patricia? Pardon? Vous pouvez nous lire le texte? Je ne l'ai pas sous les yeux, là. Il est dans les... Je vois pas cette scène. Il faudrait que j'aille sur la page, mais comme je suis sur mon téléphone, c'est un peu compliqué. Je vais copier l'URL dans la page de discussion pour ceux que ça intéresse. Alors, par contre, j'y mets juste un point méthodos. C'est pas le Facebook en tant que tel, mais si vous voulez retourner sur le Facebook en tant que tel, il y a les liens qui sont en dessous du texte. Là, c'est moi qui me suis permis, et pareil, il y a un préalable méthodologique, de relayer ces textes pour les garder assez rapidement accessibles, en fait. C'est lequel, ce texte-là? Celui-là, c'est 9 février. C'est celui d'après, en fait. Ouais, c'est celui juste d'après où il décrit. Et en tout cas, moi, quand j'entends Patricia, vu qu'elle donne le détail de ce qu'il y a dans le texte et ce qu'elle en pense derrière, je pense que
Il est C'est long, hein, assez, cet ouvrier, hein. c'est assez ressemblant. Je ne suis pas sûre qu'il y a besoin de le relire en entier. Oui, parce qu'il y a 10 pages. Voilà, c'est pour ça. Et là, Patricia, en tout cas, moi, dans ce que j'en comprends, ça permet de faire les liens sans forcément l'avoir lu au préalable. Je vous ai juste remis le lien au cas où ça vous intéresse de le lire plus, mais j'ai dit. Voilà, donc bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup parlé, moi, celui-là aussi. Les 2 premiers textes, en fait, je les ai trouvés extrêmement riches et puissants dans ce qu'ils pouvaient, dans ce que j'ai pu en entendre résonner, en tout cas, dans ce passage-là, ce dernier moment de vie, qui est un moment de vie, mais qui est ce moment où on peut pas, on peut pas encore en parler. Enfin, il y a des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, ils en parleront peut-être mieux, mais en tout cas, voilà, c'est cet instant-là, ce dernier point final, là, cette espèce d'éclair final où le sujet disparaît. Voilà, ça m'a énormément, quelque part, j'ai envie de dire, moi, réconciliée avec l'idée de la mort. Voilà, les textes de Richard m'ont réconciliée avec l'idée de la mort. Alors, on verra, hein, le moment venu, mais en tout cas, j'ai envie de dire, de ce qui peut faire angoisse dans le rapport à la mort de tous les jours, moi, ça m'a réconciliée d'une certaine façon. Ça m'a apaisée. C'est étonnant, hein, mais parce que ce n'était pas apaisé. Hein, il était dans de grandes souffrances et c'était assez terrible, hein, de partager ces souffrances-là avec lui. Mais enfin, en tout cas, moi, ça me faisait beaucoup de mal de le savoir souffrir autant. Mais dans ces textes qu'il a partagés, il y avait une forme d'apaisement que j'entendais quand même, que j'ai entendu, en tout cas moi. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut le lire, hein. Moi, ça ne me dérange pas, mais il est un peu long. Mais si quelqu'un voulait qu'on le lise, c'est comme vous voulez, hein. Le point 9, Enfin, moi, pas spécialement, hein, mais... Par rapport à la question du point qu'évoque Patricia, j'ai quelques mots à en dire. Ça rejoint aussi ce que Richard a appelé la théorie de la rondelle, avec le point d'acoupure qui permet, parce que la découpe se recoupe, permet d'en dégager une représentation de la masse des perceptions. Alors ça rejoint aussi d'autres choses. Moi, sur la notion de créature-créateur, de qui parle? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Richard? Toujours ma peur de parler à la place d'un autre, qui est toujours là et qui s'ancre moi aussi dans mon fonctionnement par rapport, enfin pas dans mon fonctionnement, dans mon inconscient, dans mon lien à ma mère et à mon père, qui sont mes créateurs. Et aujourd'hui, j'en dis que je suis le produit de ce que mes parents ont fait de moi, tant à la fois au niveau biologique, parce que ils ont couché ensemble et ils m'ont fait un œuf de Christine qui est devenu moi, qu'au niveau de la psyché également, dans le désir qu'ils ont eu pour moi et sur moi. Et toute l'histoire de ma vie, c'est justement comment je m'extirpe de ce qu'ils ont fait de moi. Et j'ai à la fois tous les deux. Ça, c'est deux choses qui sont dans mon inconscient. La question, pour moi, se pose aussi avec Richard, dans le sens où il a été mon analyste et que, ayant quand même une expérience largement plus grande que la mienne, il formulait quand même vachement bien des trucs, certes, que j'avais pu repérer dans ma pratique, mais le différentiel était là. Ok. Et du coup, j'ai eu un message d'Aurore, c'est pour ça que elle essaie de télécharger Zoom. Si tu peux l'aider, Titou, du coup, à télécharger. En fait, justement, j'étais en train de parler avec elle depuis tout à l'heure Cool. sur Messenger. Super. Donc,
Je l'ai réinvitée au groupe pour qu'elle puisse accéder au lien. Elle télécharge le Zoom. Bon, tu as les mêmes infos que moi, quoi. Voilà, du coup, c'était juste que je voulais l'aider, mais si je sais que tu l'aides, c'est bien. C'est cool, merci. Euh, et, euh, et donc, ce point d'acoupure, là, j'ai fait ce préalable-là, ça rejoint la notion de quand moi, je veux me faire une représentation de moi-même, j'ai besoin de couper les fils de celui ou de ceux que j'imaginais comme étant le marionnettiste, c'est-à-dire le créateur. Donc, il est nécessaire ce point-là. Et quand Richard racontait ça, quand j'ai relu ce qu'il écrivait, il a d'autres rêves aussi qu'il n'a pas forcément écrits, mais qu'il a raconté à Aurore ou à moi ou à d'autres ou à Titouan qui était là, parce qu'il en a raconté aussi pas mal quand on était auprès de lui. Il y avait cette notion de la représentation, qui je suis, où je vais. Et dans le premier texte qu'a lu Anne-Marie tout à l'heure, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il a organisé sa mort sociale. C'est-à-dire qu'en tant que sujet, dans ce que j'en ai compris de lui, et c'est ce que je retrouve en tout cas chez moi, il y a cette notion de au moins, je me récupère le fait que c'est moi qui choisis quand je meurs. Ça m'a renvoyé aussi à mon rapport à la bouffe, sur quand je décidais petite ce que je mangeais ou pas. Ça m'a renvoyé aussi à quand j'écoute des gens qui sont dits anorexiques, par exemple, sur comment c'est le sujet qui décide de ce qui rentre ou de ce qui sort, ce qu'il aborde également dans son texte. Et quitte à faire mourir le corps dans le cas de la personne anorexique, mais ça permet de se sauver en tant que sujet. Et là, lui, il s'est retrouvé dans la situation où il a organisé sa propre mort au sens social, c'est-à-dire qu'il a donné à sa fille, il a transmis ses analysants, entre parenthèses, qui avait une grande importance pour lui, en tout cas dans ce que j'en ai compris. Et puis là, on lui annonce que le cancer ne progresse pas. Et ça, je me rappelle bien de cette soirée-là, parce que pour le coup, Titouan était là. Avec Richard, il y avait aussi ce truc, quand on allait le voir dans la chambre, fallait se succéder au bon moment. Il avait ce souci de voir tout le monde à peu près équitable, ou en tout cas quand les gens pouvaient, avec une large priorité à sa famille, évidemment. Et ça m'allait bien, parce que j'avais aussi cette peur, moi, d'envahir un espace qui n'était pas forcément le mien, ce qui est aussi en lien avec le désir que je pouvais avoir pour lui, y compris d'être sa fille. Sauf que sa vraie fille, c'est Aurore. C'est pas moi, j'ai un rêve là-dessus aussi, où je me rêve en Aurore. Et ce soir-là, je ne sais plus pourquoi, bref, on décide, lui et moi, il me semble que Titouan était dans la salle, puis je devais partir, ou voilà, où il y a un truc dans le genre. Et il arrive, et là, il y a le médecin qui rentre. Puis qui explique, ou je sais plus, il était venu juste avant, j'ai le souvenir qui voilà, mais je me revois en échanger avec Titouan et lui dire ça, voir la tête à Titouan en mode oh, c'est cool, enfin voilà. Et puis mon Richard, pas si tant fun que ça. Enfin, et c'est ce moment où il avait tout organisé, il allait mourir, et là on lui dit le cancer progresse plus. Et là je revoyais aussi certaines choses qu'il disait sur l'effet performatif des mots. Parce que pour de vrai, il avait encore les 3 vertèbres cassées. Pour de vrai, le corps était complètement en vrac. Enfin voilà. Mais Titouan, si tu veux bien dire quelques mots après, toi, dans comment tu as vécu la chose. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, ouais, mais il est vivant en fait. Il va repartir de l'hôpital. Ce qui est délirant par rapport au. Enfin, délirant. Si, allez, c'est sorti comme ça. Ce qui, du coup, avec le recul, est délirant parce que je sais que le corps est tout foutu. Et pour le coup, le seul, pour moi en tout cas, ce soir-là, qui tilt, je crois que c'est Richard, qui est là, bah merde, putain con, quoique, toi, il y a peut-être eu ce truc-là de se dire, putain, je vais y vivre, mais là, j'ai plus rien, je me suis tuée socialement. Enfin, voilà, cette espèce d'entre-deux. Et pour conclure mon propos là-dessus, le point d'acoupure qu'évoquait aussi Patricia sur le second suit vers lequel il va dans le rêve, ce point où finalement il est au centre de la galerie des glaces, c'est-à-dire qu'autour, il n'a que des représentations de lui. Et lui, il est sur le point, comme le chat de l'aiguille aussi qu'il évoquait de temps en temps sur sa mère n'avait pas des bons yeux, donc elle lui demandait d'introduire le fil dans le chat de l'aiguille. Ce qu'il faisait aussi rire dans l'après-coup, mais... De quoi? Il lui a fait mal à l'œil pendant très longtemps. Ouais, aussi, ouais. Et ce point-là, moi, je me le suis traîné.
symboliquement pendant 6 mois. Quand je vous parlais de l'angoisse, c'était ça dont il s'agissait. C'était ce point d'acoupure-là. Moi, mon angoisse, elle s'est située au centre de la dernière rondelle qu'il a fait. Moi, je suis beaucoup plus tranquille avec la mort aussi aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, j'ai enterré mon père 9 mois avant. Ouais, ça ne s'invente pas. J'ai eu une année plutôt chargée. Mais toujours est-il que là, j'ai remesuré comment. Et mon père et Richard, bah, je me rappelle d'eux, j'ai la représentation. En face de chez moi, il y a le square Bouchot, qui est juste en face vraiment de mon appart. Bouchot, le monsieur Bouchot, je suis allée voir 15 milliards de fois qui c'était. Il y a son buste, il y a tout. Je ne m'en rappelle pas. Il faut toujours que je retourne voir qui c'est ce monsieur. Pourquoi? Parce que ce qui fait vivre symboliquement encore Richard, mon père, ou ceux que vous aimez et qui physiquement sont plus là parce que morts, ils vivent, c'est encore symboliquement dans nos têtes. Ça rejoint Coco et la deuxième mort, dont je parlais tout à l'heure, et ça rejoint dans ce que j'ai compris de la théorie de la rondelle que j'ai repris comme du libre et de l'open source, c'est-à-dire que je réutilise en nommant d'où je la tire et je la modifie en fonction de ce que je trouve moi dans ma pratique. Il y a un trou dans la rondelle, c'est-à-dire qu'il y a la première rondelle qui tombe de la masse de perception avec le premier point d'acoupure, puis au milieu, bah, il y a un manque, parce qu'en fait, la représentation, elle n'est jamais la chose qu'elle représente. Et c'est ce que j'ai fait moi avec mon angoisse par rapport à reparler de Richard. Ce qui m'a angoissée, c'est ce trou au milieu qui me renvoie directement à ma question de ma castration. Voilà, j'ai dit. Est-ce que quelqu'un veut parler? Oui, j'aimerais bien, Marie. Allez, Chloé. J'ai noté beaucoup de choses, j'ai fait des liens et j'aimerais bien les partager avec vous. Dans les premières phrases, la première phrase que j'ai notée et qui m'a énormément parlé, une partie de soi avec l'autre, celui que l'on quitte pour ailleurs. Alors ailleurs, j'ai pas entendu la mort, c'est peut-être ce qui a été dit, parce que quand j'ai lu le sujet de la conférence de ce soir, en fait, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup travaillé et je l'ai lu rapidement et j'ai senti que je désirais y participer. Et au moment où j'ai lu le sujet, sans me questionner, sans chercher plus loin ce qui allait être abordé, une question m'est venue, est-ce que j'aurai le temps de tout faire? Et je comprends là cette question qui m'est venue par rapport à ce que je viens d'entendre et les liens que j'ai pu faire par rapport à ce qui a été dit et la façon dont je les ai entendus par rapport à mon histoire et par rapport à un accompagnement de fin de vie d'un monsieur dont j'avais parlé une fois en supervision de groupe. Et la façon dont je fais travailler mes analysants par rapport au deuil et dont je travaille moi aussi par rapport au deuil, c'est qu'est-ce que je m'autorise à laisser partir du lien avec l'autre et qu'est-ce que l'autre qui part emporte avec lui. Et par rapport à cet accompagnement de fin de vie que j'ai fait il y a quelques mois, c'est cette notion, alors j'ai fait le lien avec ce qui vient d'être dit ce soir, c'est cette notion de secret de famille qui est venu se dire à un moment, se libérer et autoriser le sujet à mourir. Et finalement, cette libération qui peut accompagner la mort. Et c'est quelque chose que j'ai entendu derrière le discours. Je ne sais plus le prénom de la dame qui est intervenue. Patricia. Patricia. C'est cette libération que j'ai entendue, que j'ai entendue par rapport à mon histoire et par rapport au sens que j'ai mis. Et surtout, c'est une phrase alors, je pense que c'est vous qui l'avez prononcée. Non, je pense que c'est une phrase de Richard, d'ailleurs, que j'ai notée, que j'ai soulignée et qui a vraiment donné du sens pour moi, mais la passion du sens. Et c'est comme ça, finalement, que je vois ma fonction de psychanalyste. Alors, c'est un tas de sens pour moi d'être psychanalyste, mais la passion du sens, si pour moi on pouvait donner, si je pouvais donner un synonyme
de la fonction du psychanalyste, ça serait vraiment la passion du sens. Et je voulais vous remercier par rapport à tout ce qui a été dit et par rapport à tous ces liens que vous m'avez autorisés et que je me suis autorisée à faire en vous écoutant. Merci Chloé. Quelqu'un d'autre veut parler ou on refait un texte? Alors je vais lire, je ne sais pas, je prends au pif là. Deuxième point, 10 février 2022. Un point de hurlement, où cette fois j'étais, il paraît que je risquais de faire un globe. Une tension telle que la vessie pouvait se bloquer et de là entraîner une occlusion urinaire. Comme d'habitude, je ne suis pas allée vérifier les termes techniques. J'ai bien d'autres choses à faire. Bref, je me retrouvais devant un problème atroce, la pose d'une sonde dans la vessie. Pourquoi je le pose comme atroce, ce problème? Lors de l'ablation de mon rein en 2018 à l'hôpital Pompidou de Paris, je suis revenue à moi dans la salle de réveil, munie d'un tel engin. Curieux, ça ne faisait pas mal. Je me sais sensible de cet endroit-là, pourtant, il ne me gardait que 4 jours, pour autant que je me souvienne. À un moment, il a fallu l'enlever. Les soignantes m'avaient bien prévenu. Ça fait mal. Elles s'y étaient prises à deux, une de chaque côté pour me tenir chacune un bras, encadrant l'opérante du milieu. Elle n'a rien dit, faisant mine de se préparer. Elle a tiré d'un coup sec. J'ai hurlé, faisant précéder l'exploit d'un « On peut hurler ici ?» avant de laisser échapper la quantité d'air nécessaire à gonfler un stade de tennis pour l'hiver. Ça avait été épouvantable. Je suis restée encore quelques minutes, pantelant entre les deux filles qui me soutenaient. C'était sans doute l'expérience de douleur la plus atroce de ma vie. À peine une seconde, mais quand même. Pourtant, cette autorisation que je demandais au début d'exercice ne cesse pas de m'interroger. Comment puis-je garder tant d'humilité devant l'autorité lorsque des sensations aussi fortes m'agressent? Pour l'instant, je ne sais pas. Dans les jours suivants, vu que ma fonction urinaire normale avait du mal à se remettre en place, on me menaçait de la pose d'une nouvelle sonde. Ah non, ça, jamais plus. Eh bien, me revoilà au pied du mur. Le même dispositif est revenu, un de chaque côté pour m'immobiliser et une devant pour opérer. Elle a dit « Bon, j'y vais ». J'ai vu l'embout de plastique se faufiler dans son étui de délicate chair rose. Et ça a commencé à faire mal. J'ai commencé à hurler. Ça augmentait. J'ai hurlé plus fort, de plus en plus fort. Elle a dit « Aïe, qu'est-ce que je fais? Je continue ?» Quelqu'un a répondu « Allez, vas-y ». Pourtant, j'avais eu peur qu'on lui dise le contraire. Je me souvenais des douleurs du retrait et en plus, il allait falloir recommencer. Ah non, jamais plus ça. Alors elle a continué avec encore plus d'énergie, il me semble, me tenant fermement la main. La douleur a franchi avec moi une haute marche d'escalier vers le bas. Ma voix a glissé sur le tapis de fourrure grise qui recouvrait la marche, se vidant soudain par une tonalité plus aiguë dans un espace à la échelle. Vous savez, ces tableaux étouffants où l'on s'emboîte, où tout s'emboîte, où tout se vide entre les personnages est rempli par l'image inversée de ces personnages ou objets eux-mêmes, où les axes parallèles, quadrillant le vide, traversant les corps, en se rencontrant à ceux qui venaient en perpendiculaire, offrant le spectacle d'un barbecue multidimensionnel. J'ai pensé au tourment que l'on fait subir aux captifs dans certains films qui se détournent de moins en moins de ces horreurs. Ils ont raison, il ne suffit pas de savoir que ça existe, il faut aussi savoir avoir ressenti. C'est fait. J'ai pensé à un adversaire qu'Élisabeth Ier avait fait enfermer dans une sorte de tonneau muni de profonds picots sur la tonalité de sa surface. Elle lui parlait en ouvrant avec une clé une petite porte de bois permettant de dégager sa figure, libérant le malheureux quelques instants des pointes qui lui traversaient le visage. Après, elle refermait sans plus d'émotion que ça. C'était comme ça, être transpercé de partout, et pas seulement en ce seul endroit crucial où le plastique transparent avait pénétré mon corps au lieu des origines. Je vois ce lieu parcouru d'un gros fil de laine noire et d'un autre plus petit, peut-être bleu, courbé, mais même pas gêné par l'étroitesse de l'espace. Fil emprunté à la machine à coudre de ma mère et représentant sa demande d'amour. Puisque tu as de bons yeux, enfile-moi ce fil d'Ariane, afin que j'accepte ta semence filaire, qui me fera engendrer un toit muni du trou qui lui manque. Mais c'est cela qui justement va diffuser la pénétration à l'ensemble du corps. Et c'était fini. Ça va, Patricia? Oui. Oui, je réagis fort à ces mots-là. Ça me remet dans… Il y a un an, hein, donc
C'est vrai que c'était assez terrible. Il n'arrivait pas à uriner et ça lui causait des souffrances insoutenables qui duraient des heures. Et c'est vrai que c'était très dur. Et moi, ça me renvoie. Alors, il a parlé aussi dans le premier texte que vous avez lu, il a parlé de cette chemise ouverte où qu'on porte lorsqu'on est hospitalisé et où on est cul nu et on est si peu de choses finalement. Et le fait que le corps, lorsqu'on est malade, et moi j'ai été malade puisque j'ai eu un cancer qui a fait que j'ai subi aussi des choses un peu difficiles, le corps devient l'objet du médical, l'objet de soins et l'objet de douleur aussi. Et c'est assez difficile. C'est assez difficile pour moi d'entendre ce texte et de me remémorer cette souffrance qu'il a pu exprimer. Et en même temps, comme ce que soulignait Aurore, non pas Aurore, Aude, non, la jeune femme qui a parlé juste avant. Avant, c'est Chloé. Chloé, de Richard, c'est pas ça. Elle parlait du sens, de la signification. C'est vrai que Richard a accordé une importance importante dans ses travaux autour de la signification, en disant qu'il n'était pas question d'entendre le signifiant comme à lui seul, on va dire en lévitation, porterait le sens de l'analyse et de la parole du sujet, mais que c'était bien la signification qu'il fallait trouver et rechercher. Et c'est vrai que dans tout ce qu'il a vécu, même dans les soins intrusifs qu'il a subis, dans la souffrance qu'il a traversée, cette signification, cette recherche de signification, elle est présente, elle est présente presque jusqu'au bout. Quand elle n'est plus là, en fait, c'est vraiment le moment où quelque part, moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est voilà, ça y est, on le perd, je le perds. Voilà. Quand il n'y avait plus cette signification et ce sens donné, oui, là, le sujet échappait. Et je pense que certainement, alors moi, c'est ce que je me dis, je pense que ça peut aider à supporter la douleur de donner cette signification, de retrouver la signification que ces gestes intrusifs, que ces souffrances liées aux soins peuvent faire subir. En tout cas, moi, c'est aussi ça qui m'a aidée quand j'ai été malade. Voilà. Christine, tu veux rebondir? Alors, non, je vois qu'il y a une main levée. Et puis, juste pour info, il y a Aurore qui est avec nous. Bon, alors, la main levée et après Aurore ou l'inverse. Moi, je ne vois pas les mains levées. Je ne sais pas pourquoi. C'est Smith, pardon. Je te laisse gérer, Christine. Fais parler la main levée. Vas-y, je ne sais pas ton prénom, Smix. On n'entend pas, il n'y a plus ton micro, mais on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu parles. Allô, allô. Ah, écoute, on n'entend rien. Ça marche? Ouais, ça y est, on t'entend. Ah, super, d'accord, parce que je ne connais pas bien Zoom. Là, j'ai actionné un haut-parleur et finalement, ça marche. Okay. Donc, c'est bon, tout le monde entend? Ouais, on t'entend. Je ne sais pas ton prénom, par contre. Mais Jean, oui, parce que je n'ai Jean. pas mis. Okay. Zoom me demande mon nom, j'ai mis mon nom, je n'ai pas mis mon prénom. Bon, vas-y, le principal, c'était que je puisse te donner la parole. Vas-y. Ok. Alors voilà, bon, bah, j'ai connu Richard par Facebook dans
je l'ai fréquenté à travers les groupes Parler de soi. Et donc voilà, finalement, je vais parler de moi, l'intérêt de parler de moi ici, dans ce cadre, c'est parler de Richard, c'est-à-dire les nombreux points communs que j'ai avec lui, et je dirais, si je peux donner un titre à tout ce que j'ai envie de développer là maintenant, c'est la question de la structure. Quelle est cette structure qui fait que on se comporte de telle manière et voilà, c'est notre parcours de vie, hein, voilà. Et donc en fait, je vais commencer par un détail très frais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, je pense. Il se trouve que depuis sa mort, seulement au mois de février, YouTube me propose une de ses vidéos, quoi. C'est très marrant parce que je n'ai pas cherché spécialement à les écouter, tout ça. Bon, voilà. Et du coup, je l'ai publié comme ça en hommage anniversaire. Je l'ai publié sur mon Facebook. Et pourquoi cette vidéo me parle, c'est qu'il racontait l'anecdote suivante, c'est qu'il parlait de certaines relations qu'il a eues, et des gens qui lui parlaient mais ne l'écoutaient pas, quoi. Et c'est très marrant parce que j'ai eu quelques relations comme ça, de gens qui me parlaient mais ne m'écoutaient pas. C'est-à-dire, finalement, clin d'œil, dommage, j'ai peut-être raté ma carrière, ma vocation. Au moins, en tant que psychanalyste, au moins, on m'aurait payé pour écouter des gens qui ne m'écoutent pas. Mais, et en fait, et comment on fait qu'on en arrive à ces relations-là? C'est-à-dire que j'en ai eu beaucoup comme ça, mais ça m'arrive, voilà. Et en fait, et parmi les très nombreux points communs que j'ai avec Richard, c'est qu'effectivement, je suis toujours, parce que ma mère est vivante, je n'ai jamais été écouté par ma mère. Mon père, il s'est pas tellement occupé de moi, je le voyais une fois par an comme ça, enfin, il s'en foutait un peu pas mal. Et donc voilà, c'est-à-dire que ne pas avoir été écouté dans l'enfance, ça a un peu ouvert la vocation d'écouter les autres. Et finalement, et de rentrer dans certaines fois des relations que je pourrais un peu qualifier d'abusives, c'est-à-dire des gens qui abusent de cette qualité d'écoute en n'écoutant pas du tout ce que moi j'aurais à dire. Heureusement, j'en ai pas beaucoup comme ça, mais pour dire, c'est assez frustrant et désagréable. Et que, voilà, la question, c'est comment j'arrive encore à tomber encore dans ce panneau-là. D'autres, plein de points communs, puisque Richard a beaucoup parlé de lui au cours de ces réunions. Ne pas être écouté par ses parents, c'est en fait... c'est un symptôme que j'analyse de non-reconnaissance. Et ce qui fait qu'en fait, on recherche toute notre vie d'adulte la reconnaissance. Il a donné un détail une fois, il a dit qu'il a tout le temps eu besoin de chercher du travail. Et c'est tout à fait ce qui m'arrive encore maintenant. Enfin, bon, j'en trouve, heureusement, mais quand même. C'est-à-dire que je crois que je suis plus très loin de la retraite en plus. J'aurais une vie professionnelle sans jamais avoir obtenu cette reconnaissance. Donc, comme quoi vraiment l'enfance nous marque terriblement. Voilà, j'ai fait plusieurs analyses, tout ça, mais finalement, je rebondis à ce que disait Christine, c'est-à-dire, puisque c'est aussi ça fait partie de mes questionnements, toujours en termes de structure, c'est-à-dire à quel point aussi je réalise que j'hérite de mes parents, même, je dirais, j'hérite des choses que j'aurais pas aimé hériter. Richard était quand même assez déprimé.
mes parents étaient déprimés, je le suis quand même pas mal, je pense. Et encore pour rebondir à ce que disait Christine, pour moi, je dirais, c'est l'angoisse de vieillir, je dirais, voilà, qui fait mon questionnement en ce moment. Et je dirais, bon, enfin, j'ai toujours, enfin, les choses me paraissent évidentes dans la tête, mais à l'expression, ça peut paraître un peu désordonné, mais autre point commun aussi, c'est-à-dire que, et c'est très rare que je rencontre des gens qui ont le même souci, c'est que par exemple, on aimait beaucoup les couleurs dans la manière de s'habiller. Je n'ai jamais rencontré personne qui ait un tel souci de couleur, vraiment. Et qu'est-ce que... voilà, tout ça veut dire forcément quelque chose. Voilà, personnellement, je m'habille en couleur parce que j'aime beaucoup les couleurs et c'est pour aussi m'opposer à la grisaille générale. Mais sans doute que ça veut dire autre chose. Donc voilà, je pense que je vais continuer là encore un certain temps à dialoguer d'une certaine manière, un dialogue intérieur avec Richard, finalement aussi à travers ces vidéos que je n'ai pas tout écouté. Et, et aussi cette structure, ça donne quelque chose voilà, dans les relations amoureuses, parce qu'on a, voilà, on a eu aussi des histoires semblables. Et finalement, ça questionne toujours pourquoi les choses se passent comme ça. C'est que quelque part, on ouvre la possibilité, enfin, on laisse la possibilité que ça se passe comme ça. Et tout ça est un peu, et voilà, c'est des problématiques qui font que voilà, ça nourrit mes pensées en ce moment. Et bien évidemment, ce sera un grand regret pour moi de ne pas l'avoir connu plus, mais c'est comme ça. Et bon, voilà, c'est tout pour le moment. C'est un peu désordre, désolé. Oh, ça l'est Voilà, pas, j'ai ça dit. vient comme ça associé, au contraire. Merci. Je me permets juste l'accueil d'Aurore qui est là. Aurore, juste pour te resituer, Anne-Marie a lu 2 ou 3 textes, je ne sais plus exactement. Enfin, il y a 2 ou 3 textes qui ont été lus ou évoqués de Richard, les fameux textes qu'il a publiés quand il était en soins pâles sur Facebook. Et puis, ben, chacun qui est là a parlé de lui dans son lien à sa pratique, dans ce que ça a évoqué, et puis aussi dans comment chacun on a vécu ces moments-là. Voilà, c'était pour te resituer un petit peu où on en était sans tout refaire. Et bienvenue à toi. Et j'ai dit. Merci, je voulais m'excuser d'arriver très tardivement sur cette conférence, des petits problèmes techniques. Je ne suis pas super au point avec tous les outils numériques, mais je suis contente d'être parmi vous. Eh ben, merci à toi. Je te laisserai reprendre au fur et à mesure si tu as envie de parler de toi dans ton lien à Richard, de toi où tu en es ou pas, parce que il y a l'accueil des gens qui parlent et puis l'accueil aussi des gens qui parlent pas, l'un n'empêchant pas l'autre, évidemment. Ça marche. Voilà. Vas-y, je te laisse, Anne-Marie. Allez. Alors, je vais lire un texte, ce que toi, tu as appelé tuyau 11 février. Je suis hypersensible. Quand quelqu'un m'interpelle à ma place, je ne supporte pas, au point de penser que l'on me tue. En même temps, je sais bien que c'est un délire, on ne va pas me tuer. Cette hypersensibilité m'interroge en ce point du hurlement. Est-ce la même chose? Vous allez me dire, bah oui, quand même.
Quand on vous enfile une sonde dans le zizi, il y a des raisons objectives d'avoir mal. S'y rajoute-t-il ce sentiment d'angoisse venu du fin fond de ma conception ou de n'importe quelle autre source rattachée à la castration? Je m'autorise à le penser en gardant toujours mon petit recul de prudence scientifique jusqu'à preuve du contraire. Quelqu'un d'autre a-t-il le droit d'émettre une autre vision du berceau psychologique qui m'a porté à la conception? Mais oui, pourquoi pas? Ce n'est que sa vision après tout. Et si elle ne me convient pas, je n'ai qu'à dire c'est ton opinion sur moi. Elle ne me convient pas, je te la laisse. Au lieu de ça, je fais une montagne, au point de faire parfois ce que je ne fais jamais, interrompre une personne qui parle. Je lui dis stop, tu n'as pas le droit de m'interpeller à ma place. C'est une attitude qui m'est venue sur le tard, quand l'expérience m'a fait acquérir l'immense valeur du parler de soi. C'est peut-être là où j'y ai récolté ce morceau d'enfance, recollé ce morceau d'enfance, le rejet de ma mère, afin de lui donner un sens. Sinon, je restais devant une inexplicable, c'est-à-dire un rien, une tête d'épingle qui reste à trouer. Je parle évidemment de la vie quotidienne et non de ce qui se passe en analyse, mais l'analyse n'est-elle pas là aussi pour comprendre le sens de la vie quotidienne, notamment la signification des conflits qui me laissent si souvent épuisée? En interrompant quelqu'un qui veut parler de moi, au fond, est-ce que je ne suis pas en train de m'identifier à l'attitude première de rejet de ma mère? Dans l'étendue du champ de mes relations, je m'efforce évidemment de représenter le visage inverse de celui qui peut tout entendre, sauf ce qui me touche au point de hurlement. Vous me direz que tous les adultes faisant un peu de couture, devenant presbytes, demandent aux enfants ce même service d'enfiler les aiguilles. Tous les adultes ne justifient pas l'adulte que je suis, qui, pour comprendre, rajoute un sens, éventuellement délirant, à cet acte anodin. Chacun de ces adultes a peut-être sa propre épice à rajouter, la trivialité de la réalité, et c'est bien chacun la sienne. D'autre part, j'ai associé cette image de la Escher, du point de hurlement, à celle de mon visage rouge reflété dans l'écran noir de la télé. Quand on arrête les traitements anticancéreux, le système immunitaire prend le relais en émettant cette forme des charges de fièvre. J'ai failli y passer. Ce n'était pas au même moment que l'implantation de la sonde, mais si mon esprit les a associés, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Le fait que je sois revenue à moi comme si j'étais tombée, encadrée du visage des personnes qui venaient de me relever, le fait que j'ai été sertie par les 2 personnes qui me maintenaient pour que la pénétration de la sonde puisse s'opérer, a sans doute fait le lien. Le lieu où se boucle la boucle, où le premier cri du nourrisson s'harmonise avec le hurlement de la douleur finale. À mieux y regarder, je m'aperçois que je pourrais bien confondre cette tête rouge avec celle d'un nouveau-né. La boucle qu'il faut achever, du dernier coup de ciseau nécessaire à rejoindre le premier dans la création d'une représentation. Christine est partie, donc je vais lire l'autre, le tuyau bis. Fabienne Mézillard, finaliste de cette année de l'école d'infirmière, ménage son corps. Elle tente de se tenir le plus droit possible lorsqu'elle fait les soins. Elle m'a raconté la rando de son week-end, à la fois catastrophique et magnifique, avec sa bande de copains de la chorale. Au ballon d'Alsace, ils se sont paumés de nuit, ne parvenant pas à atteindre le refuge qui devait les attendre. Le blizzard, le brouillard, un mètre de neige fraîche, sans raquettes, ils y sont finalement parvenus, trempés, épuisés. Et finalement, ça fait combien de kilomètres? Oh bien 20, je pense. Ah oui, ces 20 ans me sautent à la gueule. La dernière rando que j'ai réalisée autour de ma maison, ici près de Besançon, ne dépassait pas 5 kilomètres. C'était en novembre dernier. Je vois les images, je la vois, elle, à peine visible dans les phares d'une voiture qui passe, dans un environnement purement noir et blanc. À peine la vision du camarade qui la précédait, à travers les flocons tombant presque à l'horizontale. Ils en sont revenus transis et ravis. Ils avaient vécu une épreuve ensemble, prête à recommencer, peut-être avec un peu plus de prudence. Elle raconte ça tranquillement, le gant savonneux à la main, pendant qu'elle me fait la toilette. Je me dis que je traverse aussi une épreuve avec elle, en position certes un peu moins symétrique qu'avec ses amis. Avec elle et avec tous ces autres qui, ici, prennent soin de moi. Et vous qui me lisez là, dehors, me soutenant avec vos réponses. La sonde a eu des problèmes, il fallait l'enlever. Je leur ai rappelé ce qui m'était arrivé à Pompidou. Alors ils m'ont enveloppée à 3. Je n'ai rien vu. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien entendu. Et c'était fini, je n'ai rien senti. Mais alors, rien de rien. J'ai très peu de souvenirs. Y étais-je? Avais-je été shootée? À mon insu, ça me semble improbable. Ici, ils expliquent tout, l'effet des médicaments, leurs dangers, leurs bénéfices, et laissent en définitive le patient décider. Avais-je décroché le sens supplémentaire injecté à mon insu lors de ma première expérience, par le fait d'avoir simplement raconté et d'avoir été entendu? Et puis le même problème s'est présenté. Il fallait à nouveau implanter une sonde. Là, j'avais plus fait que raconter. Ils avaient été témoins, ils avaient entendu mon hurlement.
J'ai même tressailli à l'émotion de Lucette lorsqu'elle avait dit « Qu'est-ce que je fais? Je continue ?» Je sentais comme elle était bouleversée de faire mal, ce qui était fort loin de ses intentions. J'avais demandé si une anesthésie générale était possible. Non. Mais la légère ivresse procurée par le NO2, autrement dit le gaz hilarant, oui. J'ai opté pour cette solution. Mon visage s'est soudain trouvé captif d'un large masque transparent. Tout était devenu rose. Curieusement, je voyais le visage de Corelle écrasé à côté du mien sur le plastique, comme les enfants s'aplatissent la face sur une vitre pour faire des grimaces. J'ai compris qu'elle avait enserré doucement ma tête dans son bras. Elle m'a susurré doucement des choses dont je ne me rappelle plus. J'en ai été émue. Ça tournait un peu dans ma tête et c'était fini. J'ai demandé « Ça y est ?» Oui. Je n'avais absolument rien ressenti. Je regardais stupéfait ce tuyau bien implanté dans mon zizi. Après coup, j'ai compris que par une manœuvre imaginaire, j'avais déplacé la figure de Corelle sur le côté. Si elle avait été placée comme si elle l'a été effectivement dans la réalité, son visage écrasé sur le mien, séparé seulement par les masses, cela aurait signifié un rapprochement, évoquant trop précisément l'amour. Mon respect a donc organisé cette petite manœuvre défensive qu'il pouvait se permettre. J'avais obtenu ce que je voulais, de l'amour. Au lieu de l'indifférence de ma mère, il y avait investissement. Un sujet était là, qui acceptait de donner plus que sa fonction. Un sujet pour moi, accepter d'être là comme sujet. Je lui en suis infiniment reconnaissant et le gaz a pu aider. Pourquoi pas? Bon appétit, Christine. Qui veut rebondir? Moi, j'aimerais bien de parler un petit mot parce que je dois sortir tout de suite. Par Allez, coïncidence, allez. vous m'entendez bien? Oui, très bien. C'est bien. Je m'appelle Eugène et je vous parle du Brésil. Ah, très bien. C'est ici que Richard est venu plusieurs fois et toutes mes pensées sont plutôt de bonheur. Et j'étais fort amoureuse de lui. Nous étions pendant quelque temps en couple, comme tous les autres. Et après, on est devenus des amis, une amitié possible avec tout l'océan entre nous. Je suis fort émue et je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité de parler. Car ici au Brésil, il n'y a pas beaucoup de gens qui lui connaissent. Donc, je pense qu'il est deuil. On ne peut pas faire le deuil tout seul. Le deuil, c'est un truc social. Il faut parler de celui-là. Et pour moi, c'est comme si j'étais mort un peu quand il est parti. Et je vous propose, parce que je dois sortir maintenant, car les coïncidences étaient tellement drôles parmi nous. Aujourd'hui, c'est aussi une fête pour commémorer, pour célébrer l'anniversaire de mon fils. Et ma fille cadette est née le même jour qu'Aurore. Et nous-mêmes, nous deux, il est né le 18 avril et moi le 19 avril. Et un jour, on a fait une petite recherche parmi nos familles et il y avait plein de monde qui sont nés aux mêmes dates dans sa famille et dans la mienne. Et on a resté avec cette énigme entre nous. Et je ne peux dire qu'il est le mec le plus intéressant que j'ai déjà connu dans les 66 ans que je suis vivante. C'est la personne la plus courageuse, la plus chouette et la plus humaine. Toute l'ambiguïté, la complexité des sentiments. On a vécu les hauts et les bas, l'enfer et le paradis. Alors, merci pour m'avoir permis d'être là avec vous. Et bon, j'ai traduit un de ses bouquins, celui Scène primitive. J'ai traduit pour le portugais. Et on avait ce projet qui est resté inachevé. Et je ne sais pas quoi faire avec ça non plus.
j'ai fait une chirurgie aux yeux, des cataractes, et ça n'a pas bien marché. Donc, j'ai beaucoup de mal à me placer sur l'écran, à écrire. Mais j'ai encore des textes de la traduction en portugais de scènes primitives. Et si par hasard, un de vous vient au Brésil, je serai ravie de faire contact, car avoir contact avec lui, c'était une chance qui nous a touchés tous. Donc, ici du Brésil, je vous envoie un gros abraço. Je vous embrasse chacune et chacun. Et si vous voulez, un jour qu'on organise, qui sait, une rencontre là-bas en France pour continuer à parler de lui et à développer ses idées, comptez sur moi. Je peux aller vous rejoindre en présence. Alors, Aussi. ne partez pas, Génia, parce qu'on va donner, je pense que Titouan ou Aurore vont peut-être vouloir rebondir. D'accord. Ne partez pas, je vous en prie. Aurore? Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rebondir? Aurore et Titouan. Oui, merci Eugénia, c'est très touchant et je vois que tu es dans l'émotion, c'est difficile. Pour moi aussi, c'est difficile de revivre ces moments en fait. C'est vrai qu'au-delà des textes, pour moi, c'est du vécu. C'est quelque chose qu'on a partagé, dont on a beaucoup parlé. Et je te rejoins, Eugénia, sur la difficulté de faire le deuil, c'est-à-dire d'être là, de partager plein de choses, d'avoir des rencontres, la vie, des sujets de discussion, des discussions entre nous, entre d'autres personnes. Enfin, voilà, on partageait beaucoup de choses sur le quotidien, mais aussi sur des réflexions qui faisaient amener des choses plus importantes, peut-être plus fortes. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Et c'est dur de ne plus avoir d'interlocuteur et de devoir faire le travail toute seule. Voilà. Merci Eugénia. Je suis contente de te voir en face à face. Titouan, tu veux rebondir? Voilà, oui, je vais dire plus ou moins la même chose qu'Aurore. Voilà, personnellement, c'est très souvent, je me réveille le matin, j'ai un rêve à raconter, et je savais que quand il était encore là et qu'on allait faire nos fameux repas du mardi soir, on allait pouvoir en parler. Et voilà, s'il y a quelque chose qui m'a bien appris, c'est que c'est pas à lui de me donner la réponse, c'était à moi d'aller chercher. Et maintenant, j'essaie d'aller chercher tout seul. Et pour en revenir au texte que tu as lu en tout premier lors de cette conférence, des fois j'essayais de m'imaginer son retour, ses réponses. Et en fait, non, on ne peut pas se mettre dans la tête des gens, encore une fois. Il n'y a que nous qui pourrons les trouver, ces réponses. Et c'est maintenant aussi que je me rends compte de toutes les questions que j'aurais dû lui poser, tout ce que j'ai pas pu lui dire. Et puis après, on réfléchit un petit peu et on se dit qu'en fait, ce qu'on a déjà partagé, c'est déjà énorme. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partager ces moments avec lui. Vraiment beaucoup de chance. Et merci Eugénia aussi, ça fait très plaisir de te revoir. C'est vrai qu'on a passé des moments ensemble aussi à Paris. Je m'en rappelle très bien, c'était il y a une quinzaine d'années, je pense, à peu près. Donc voilà, petite séquence émotion. J'ai fini. Christine, tu veux rebondir? Ouais, je veux bien. Merci Eugénia de ton partage, parce que c'est un sacré parler de soi et j'affectionne tout particulièrement ça, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est quand les gens parlent d'eux. J'en ai fait mon métier, voilà. Ou en tout cas, j'en exerce la fonction, peu importe, ça me permet de vivre, on peut l'appeler de toutes les manières dont ça vient.
quand je t'entends, c'est comme quand je cause avec Aurore. Moi, avec Titouan, on a moins eu l'occasion de se croiser. Moi, il y a toute cette part, en fait, de vie que je n'ai pas connue, parce que pas encore dans sa vie, parce que voilà. J'ai cette pointe de jalousie, de dire ah, j'aurais trop voulu être Aurore. Bah non, je suis pas Aurore. C'est Aurore, c'est Aurore. Et ça, c'est l'inconscient, la notion du désir qui parle aussi. Et toi, t'en parles aussi, là, Eugénia, parce que vous avez vécu pour de vrai une histoire tous les deux. Et merci de partager ça aussi, parce que pour moi, ça fait partie de la vie et de la discipline que j'affectionne, dite psychanalyse. Pour moi, c'est les sentiments qui font la représentation. C'est eux qui viennent découper ce que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est fondamental, en fait. Donc, merci de le dire comme ça et de les évoquer, parce que souvent, c'est pas que c'est pas politiquement correct, mais il peut y avoir de ça. Faut pas trop dire, pas trop pleurer, pas trop, voilà. Donc, merci de ce partage-là. Et puis après, quand tu parlais, je me disais, ah, c'est marrant, je suis pas la seule à être avec ce périlleux problème de se dire, au-delà de Richard, ses travaux sont quand même pas trop cons, voire même plutôt intelligents. Comment je pourrais continuer à les faire vivre? Et moi, j'ai cette pointe toujours de doute de je veux pas en faire une école, je veux pas en faire un sachant à tout prix. Alors, j'ai découvert quand même dans mon inconscient que parfois, si. Quand j'entends quelqu'un qui dit quelque chose auquel j'adhère pas forcément, ça me tord un peu le bide, en mode je suis pas très sûre, mais il faudrait que je lui dise à ce gars qui dit pas un truc qui me va bien. Et puis, assez rapidement vient une autre chose, c'est, je vous demande juste une seconde. Ça faisait un peu de bruit à côté, je suis désolée. Moi aussi, j'ai tendance à aller chercher, quand je doute, moi, de mon identité, un sachant qui saurait pour moi et me valider dans ce que je dis. Donc là, je rejoins Aurore, je rejoins Titouan, je rejoins Génia sur putain, ouais, Richard me manque. Je passe mon temps à le dire à mon mec quand du coup je lui raconte mes rêves, parce que maintenant je les raconte à mon mec. Hein, voilà. Je les publie aussi, mais il y en a que je peux pas raconter publiquement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. J'en raconte à Aurore aussi parfois quand on se croise. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ça me manque de pouvoir lui causer. Et ce truc du manque, qui vient rejoindre aussi ce que je vous disais du désir que j'éprouvais ou que j'éprouve encore pour lui symboliquement, qui se rapproche quand même un peu du désir, moi, que je pouvais avoir pour mon père et ou ma mère. Et c'est eux qui savaient pour moi. C'est-à-dire que je leur attribuais un savoir à juste titre, parce que quand j'étais petite, je ne connaissais pas ce que c'était que la grippe. Il y avait besoin de cet adulte qui avait plus de pratique que moi pour que je puisse être encore en vie aujourd'hui. Donc, la marionnette que j'évoquais tout à l'heure, heureusement que j'ai eu mes parents qui étaient là pour me donner ces mouvements-là. Et ce qui n'enlève pas qu'aujourd'hui, j'ai tendance à couper les fils pour être moi à part entière. Et malgré ça, quand je doute de mon identité, parce que c'est hyper flippant en fait de plus avoir su qui c'est, moi en tout cas, je retrouve ça, c'est comme si j'ai le sentiment d'être au-dessus d'une falaise, de me dire je peux plus aller derrière parce que c'était pas confortable, j'étouffe avec cet autre qui saurait tout pour moi. Et en même temps, là, pour advenir moi en tant que sujet, devant, j'ai pas de représentation encore de ce que ça va être. Et ça, ça rejoint le pas de représentation de la question de castration, comme j'ai pu l'avoir en tout cas dans ma pratique de moi. Donc pour en conclure, des fois, j'aurais tendance à dire ouais, mais je suis pas la seule. Richard aussi, il a dit ça. Donc moi aussi, je doute de moi. J'ai une trouille pas possible d'en faire un sachant parce que ça serait hyper foireux. Puis il y a des trucs qu'il a dit ou qu'il a trouvé dans son inconscient que moi, quand je vais chercher dans mon laboratoire, je trouve pas pareil. Et ça, c'est précieux pour le coup. Voilà, donc j'ai un peu cette espèce d'entre-deux, toujours que j'ai entendu aussi. En tout cas, ça m'a fait penser à ça de moi, Eugénia, quand elle a parlé. Je crois qu'elle n'est plus là, du coup. Mais voilà, j'ai dit. Ok, je vais lire un dernier texte, parce que je vois que tout le monde part un petit peu. Alors, c'est celui que tu as appelé « étalé » plutôt que « caché ». Je me demande si à présent, l'usage de la morphine et quelques autres substances ne m'ont pas un peu ramolli les méninges.
Je vais encore vous bassiner avec la sonde. Ce sera toujours mieux que de vous sonder avec la bassine. 3 épisodes de hurlements ce matin. Plus 2 ensuite, encore je crois. Je ne sais pas, je ne sais plus trop compter. Ça se décrit simplement, avoir envie de pisser et ne pas y parvenir. C'est atroce. Alors je hurle, j'appuie sur la zapette à l'infirmière. Je fais un bolus quand j'y pense. Un pitch de morphine. Après, je suis flagada toute la journée. Je ne retrouve plus le fil de mes pensées. Des mots me manquent. Mes paupières entendent régulièrement l'heure de la fermeture. Discuter avec les gens qui viennent n'est plus guère possible. Et pourtant, merveilleuse conversation ce matin avec Ramatuel. Il m'a nettoyé consciencieusement le sac à pisse à l'aide d'une seringue, puis défait et refait les nœuds de plastique de mes arrivées de liquide calmant. Vérifier la propreté des liquides sortants. Nous avons parlé de littérature. Oh, seulement les évocations de quelques auteurs. Il est d'accord avec moi que faire subir à des enfants de 12-14 ans la description de la pensée évocaire, c'est pas adapté. Néanmoins, les noms de quelques grands auteurs classiques ont papillonné dans la pièce. Puis vers des plus modernes. L'herbe rouge s'est un peu allumée pour moi. Ça a un peu rempli l'espace-temps et nous a fait rebondir sur ce qui valide les affirmations scientifiques. Vous savez que ce thème m'est cher depuis fort longtemps. Ça venait curieusement soutenir mes réflexions de ces derniers jours. Dans sa grande blouse blanche, impeccable, Ramatuel fait penser à un jeune chimiste, les doigts emmêlés dans ses tuyaux. Il avait depuis longtemps largué le travail autour des tubes pour être avec moi. Oh, vous n'avez certainement pas voulu faire un infirmier toute votre vie. J'ai fait un doc de sociologie à l'université ouverte de Besançon. Alors, c'est le dernier texte que je vais lire parce que je vois que tout le monde part petit à petit. Et après, évidemment, nous avons entendu de Richard. J'ai fini par y arriver. C'est minuit, qui est le titre de la visioconférence de ce soir, remplie d'émotions. Alors, est-ce que Christine veut nous dire quelque chose avant la conclusion? Peut-être que quelqu'un d'autre aussi. Allez-y. Patricia, peut-être prendre la parole une dernière fois? Une dernière fois peut-être, oui, pour dire que j'ai été très touchée par le témoignage de Eugénia, comme beaucoup, et dire qu'en effet, oui, cette émotion, elle est toujours très vive, c'est-à-dire que voilà, j'ai partagé ces derniers jours, ces dernières semaines suspendue. J'ai eu l'impression d'être un peu suspendue dans le vide. Hein. Je continuais de travailler, j'avais ma famille à m'occuper, mais il y avait toujours un espace psychique qui était avec Richard. J'étais complètement avec lui. À partir du moment où il n'y a plus eu d'échange, en tout cas avec moi, puisque j'étais loin et c'était par téléphone, donc il y a eu un grand silence et c'est vrai que c'était assourdissant, ce silence, cette attente quelque part de la fin. Hein. Et donc, puis quand, voilà, le jour où c'est Christine qui avait envoyé une photo de l'hélicoptère qui partait dans les cieux, donc j'ai compris que c'était terminé. Je crois que j'ai pleuré pendant une semaine. Enfin, ça a été vraiment chez l'émotion qui arrive à nouveau. Voilà, c'est très très lourd, très très difficile cette perte. À mon niveau, hein, bien sûr, hein, comme disait Christine, j'ai toujours cette pudeur de me dire voilà, c'est à mon petit niveau des échanges que j'ai pu avoir avec lui. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a été très très important pour moi. Parce que voilà, dans les échanges que j'ai pu avoir avec lui, mais aussi à partir de la richesse des transmissions qu'il nous a données, cette générosité dans ses transmissions, que ce soit en psychanalyse, mais aussi dans ses partages de rêves, dans ses partages d'expériences, voilà, jusqu'au bout. Hein, voilà, tout ce qu'il a pu nous donner, ce qui constituait son travail, vraiment, vraiment, ça m'a apporté quelque chose d'inestimable. Voilà, et quelque chose avec lequel j'avancerai, je pense, toujours. Et comme disait Titouan tout à l'heure, des fois, oui, j'aurais voulu lui dire ça, ou je m'imagine, qu'est-ce qu'il aurait dit alors, moi, je ne me demande pas qu'est-ce qu'il aurait dit, mais ça m'arrive régulièrement de lui parler.
Voilà. De lui dire des choses. Oh, Richard, tu te rends compte? Voilà. Bon, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, merci en tout cas pour cette soirée. C'était il y a eu un an, là. Moi, j'ai fait un petit hommage sur ma page. C'était, voilà, il fallait que je le fasse. C'était important pour moi. Ces mots qu'il a dit que j'ai partagés, que je me suis permis de partager, mais parce qu'ils m'ont touchée. Et c'est dans ce sens-là que je les ai partagés, où il a pu dire à la fin, il avait dit « J'ai été trop dur avec mes opposants ». Et ça m'avait touchée au plus profond de la tendresse qu'il pouvait avoir et qu'il pouvait transmettre. Voilà, merci pour cette soirée. Titouan, Aurore, quelqu'un veut parler ou quelqu'un d'autre? Christine? Moi, cette période-là s'est conclue sur un rêve. Je venais de signer dans le Haut-Doubs la succession de mon père. Et un soir, je me dis, allez, je vais passer. J'avais essayé de joindre Aurore parce qu'à chaque fois, je mettais un message à Aurore pour lui dire que je passais parce qu'à la fin, Richard ne pouvait plus répondre. Donc, j'ai utilisé l'interface Aurore pour pouvoir savoir de ne pas arriver n'importe quand. Elle ne m'a pas répondu parce que elle a une vie, Aurore aussi. Et je me dis, allez, tant pis, j'y vais. Et il n'y avait personne, donc c'était cool. Je me suis assise, j'ai pris la main de Richard, puis j'ai raconté mon dernier rêve. Voilà. J'ai eu le sentiment qu'il m'a serré la main. Alors, vrai ou pas vrai, peu importe, c'est cette idée de « ouais, quand même, encore là, il m'a fait un coup de la main comme ça, genre nickel, l'analyse, c'était top ». Et puis, après, j'ai pas trop eu de nouvelles et c'est là où il y a eu l'annonce de son décès. Ouais, ma relation à lui, ça s'est fini sur un rêve. Voilà, donc c'était plutôt chouette. Ça a été un moment aussi très touchant parce qu'au-delà de Richard, cette période-là m'a permis, moi, de découvrir sa famille un peu plus que j'avais croisé autour d'un barbecue, mais là, un peu plus finement, que ça soit son ex-femme, la maman d'Aurore, que ça soit Titouan, que ça soit Aurore. On a eu des temps de parler de soi. J'ai entendu un rêve de Titouan parce qu'on était en groupe parler de soi et j'ai pu entendre. Et j'ai mesuré l'importance des échanges. Et puis moi, ça m'a renvoyé au côté très lourdingue de mes propres parents. C'est-à-dire que je pense que... comment dire? Moi, j'étais pas sa fille. Et du coup, c'était passionnant. Et je me suis mis un instant à me dire, putain, mais si c'était mon père en vrai, je crois que ça aurait été insupportable pour moi. Mais comme les domaines de ma mère et les domaines de mon père m'ont été insupportables. Et en fait, ouais, ça m'a revoyé ça, ce truc de quand moi je désire mes parents, ça traduit aussi que là où ils sont bien et où ils vont, moi j'ai du mal à y aller. Je parle bien des miens. Voilà, ça m'a fait repenser à moi. Voilà, j'ai dit et merci Anne-Marie pour cet espace que tu as ouvert avec plein de questions aussi. Moi, je reste toujours avec mes questions sur j'ai pas tant envie de faire vivre les travaux de Richard ou de faire vivre Richard parce qu'il est mort. Par contre, de pouvoir continuer à bénéficier de tous les travaux qu'il a fait. Là, je vais parler du côté un peu numérique, mais en libre et en open source, c'est-à-dire qu'il a rendu libre et open source ses travaux pour que d'autres sujets puissent s'en emparer, puis aller vérifier dans leur laboratoire si c'est bien vrai ou pas. Et j'ai pas encore, je me sens pas encore très claire dans comment je le dis, parce qu'il y a aussi ce désir de dire quand même c'est le meilleur des psychanalystes que j'ai jamais rencontré. Ce qui est absolument qu'on est d'accord, c'est mon désir qui parle, mais et j'ai été touchée aussi par rapport au message que Patricia a transmis sur sa page. Je l'ai jamais entendu comme ça, moi, de Richard, et ça m'a touchée de le lire, qu'il l'a écrit comme ça. Il avait pu parfois, dans nos échanges, me dire « Putain, mais Christine, là, tu décris des comportements de ta mère. J'ai l'impression que tu décris les miens. » En mode,
peut-être je suis allée un peu fort de Roquefort sur tel ou tel truc. Et ça aussi, ça me l'a en tout cas rendu touchant, ce garçon, parce qu'il y avait cette capacité à se remettre en question qui était plutôt cool. J'ai dit. Aurore, Titouan? Oui, Christine, pour rebondir un peu quand tu dis tes parents, tu les trouvais lourdingues, ils avaient leur truc et tout. Moi, ma position n'est pas très facile parce que c'est vrai que j'ai eu un père exceptionnel qui était très à l'écoute, qui m'a vachement aidée, qui était super, à moitié père, à moitié psychanalyste. Hein. C'est un peu un hybride. Donc c'était super. En même temps, c'est pas facile à assumer quand même. Moi, j'étais un peu en retrait par rapport à ça parce que c'était trop. C'est beaucoup, c'est trop gros. Et du coup, j'étais très attentive à ce qu'il faisait, mais très attentive aussi à garder mes distances. Voilà, parce que voilà, c'est bon. Ouais. Donc, je te suis hein, dans ce que tu dis. On en a déjà parlé toutes les deux. Hein, que c'est un apport exceptionnel en termes de construction de soi. Et en même temps, c'est difficile parce que du coup, les oppositions sont encore plus compliquées. Quand vous avez quelqu'un qui vous écoute, comment vous pouvez vous opposer quoi? C'est compliqué. Mais c'est une petite boutade. Disons que il y a certaines choses où voilà, l'héritage, je le laisse un peu à ceux qui veulent s'en emparer. Moi, mon héritage, c'est comme je suis moi. Et ces idées, elles sont pour tout le monde. Voilà, c'est un petit peu comme je le sens. Et alors, dans votre secte, on finit par I have spoken, c'est ça? Excusez-moi. C'est aussi pour ça que je t'aime. Et pour la petite histoire, d'avoir découvert Aurore et des échanges, c'est une amie maintenant, au-delà de Richard. Et en ça, c'est chouette aussi. Et je crois que parler de soi, au-delà de Richard, ça amène ça aussi, de pouvoir tisser des liens. Et ça vient questionner sur la notion du faire ensemble. Comment on fait ensemble? Bah, déjà, individuellement, où est-ce qu'on est pour pouvoir faire à plusieurs. Et c'est des choses aussi que Marie-Ève met au travail très largement au niveau de son travail avec tout ce qu'elle fait autour chez les Québécois. Donc, merci aussi à vous tous d'être là et puis d'avoir des couleurs différentes. Et je le redis, c'est pas parce que je ne rentre pas dans une association ou que je rentre pas dans un corps que je ne sais pas faire avec. Je sais faire ensemble sans entrer dans une entité. Et en ça, c'est aussi là où Richard m'a plu, c'est qu'il y avait ce côté-là avec un côté un peu comme ça, de trop pour moi parfois, et on en a échangé, lui et moi, et c'était propre à son histoire, et c'était cool. Enfin, c'était cool, c'était son chemin, voilà. J'ai dit. Alors, je vais répondre à Aurore qu'un papa psychanalyste est toujours délicat car l'émotion vient paralyser le lien que la psychanalyste veut de mettre en place. Donc, c'est vrai que c'est toujours très difficile quand on est enfant de psychanalyste. Le ressenti est toujours très délicat de faire la différence et le lien entre les deux. Alors, je vais terminer. Alors, je vais remercier évidemment Aurore, Titouan, Eugénia qui est plus là, Patricia pour leur témoignage. Merci à Christine, bien évidemment, pour sa participation. Merci à Richard Abibon. Et non, cela ne se finit pas comme ça, c'est tout. C'est le début d'un long chemin où le partage est le maître de cérémonie, l'acteur principal où les écrits restent, où les émotions sont présentes et où l'existence prend tout son sens. Un moment de passage entre être et devenir, où nous en comprenons ce soir tout le sens profond. Merci à toi, Richard, d'avoir été et d'être encore un psychanalyste qui nous ouvre les portes du rêve grâce à ses écrits. Merci à tous pour votre participation. Et pourquoi pas un deuxième tome, hein, Christine? Alors, je vous invite à aller regarder l'enregistrement sur YouTube, Aurore, etc. Si vous m'envoyez votre adresse mail, je pourrai également vous l'envoyer. Merci Super. à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci.